Oyez, oyez, matelot, bienvenue à bord du Nautilus. C'est Captain Nemo qui vous parle. Aujourd'hui, on remonte le temps avec un nouvel épisode vide-grenier, l'émission rétro sur les bandes dessinées cultes de notre histoire. Au menu, cette fois-ci, un héritage familial, un cousin maléfique, des inventions loufoques, des épreuves de voiture, un animal mythique. Plongez avec moi dans la lecture de Spirou et les héritiers. Générique. Les aventures de Spirou et Fantasio. Le personnage de Spirou est créé en 1938 par Robert Welter, alias Robvel, à la demande de l'éditeur Dupuis, pour être la vedette de son nouveau magazine hebdomadaire à destination de la jeunesse, le journal de Spirou. Détail amusant, sur la toute première page du journal, le dessinateur est représenté dessinant son personnage sur une feuille, puis lui donnant vie grâce à une lotion magique. Spirou est né. Il est rejoint 4 ans plus tard, en 1942, par Fantasio. 80 ans plus tard, les aventures de Spirou et Fantasio sont toujours là, désormais personnages incontournables de la bande dessinée franco-belge. Avec Astérix, Tintin, Blake et Mortimer, les sorties de leurs aventures constituent des événements médiatiques, chacun de leurs albums se vendant entre 60 000 et 120 000 exemplaires. Reconnaissable grâce à son uniforme de groom qu'il porte toujours et qui rappelle son travail au Moustique Hotel, Spirou vit, aux côtés de ses compagnons, le reporter Fantasio et l'écureuil Pipe, de nombreuses aventures, souvent engagées et poétiques, mêlant humour, fantastique et science-fiction. À l'autre bout du monde, ou en vacances au château de Champignac, Spirou est un aventurier moderne, espiègle et candide, à mi-chemin entre Indiana Jones et le chevalier Bayard. Différents personnages viennent en aide de façon récurrente à nos héros. Les plus représentés sont bien entendu Pipe, l'écureuil, le marsupilami, animal légendaire créé par Franquin, ainsi que le comte de Champignac. Le comte de Champignac est un vieil aristocrate désargenté, un savant aussi génial qu'excentrique, dont nos héros se sont pris d'affection malgré une première rencontre improbable, Champignac ayant kidnappé Fantasio pour effectuer des expériences humaines contre son gré, pour la science évidemment. Qui se ressemble s'assemble, le comte de Champignac fréquente largement son ancien élève et collègue, Zorglub, un savant brillant mais mégalomane, un gentil méchant, autant capable de rendre service à nos héros que de leur nuire lorsqu'il laisse son besoin de reconnaissance prendre le dessus et le conduire à mener des actions dangereuses. Autre personnage secondaire récurrent, Secotine, est une journaliste rivale de Fantasio, figure féminine indépendante, incarnation du reporter d'investigation. Si elle semble parfois venir en aide à nos héros, c'est très souvent dans l'espoir de les doubler et d'obtenir un scoop. Le contexte de publication. Spirou et les héritiers est le 4e album de la série Spirou et Fantasio. Il fut publié dans le journal de Spirou entre juillet 1951 et mars 1952, du numéro 693 au numéro 726. En 1951, André Franquin, à la fois scénariste et dessinateur de la série, créateur du comte de Champignac, de Zorglub, de Secotine, du marsupilami et de Gaston, n'est alors pas encore l'icône de la bande dessinée qu'il va devenir. Pourtant, avec l'album Il y a un sorcier à Champignac, le jeune auteur avait déjà rompu avec ses prédécesseurs, en livrant la première histoire longue de Spirou et Fantasio, notre héros n'ayant eu jusque-là que de courtes aventures, n'excédant que rarement la vingtaine de planches. Avec Franquin, le scénario devient plus complexe, les intrigues secondaires se développent, de nombreux personnages nouveaux, récurrents, apparaissent, bref, la série gagne en maturité. On rentre dans l'âge d'or des aventures de Spirou et Fantasio. Spirou et les héritiers s'inscrit dans cette lignée et constitue la deuxième grande aventure de Spirou et Fantasio. Un format, mais aussi une aventure fondatrice pour un univers en pleine mutation. Comment ? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'histoire. Alors que Spirou est en train de prendre son bain, le téléphone sonne. À l'autre bout de la ligne, il reconnaît la voix de Fantasio, qui semble victime d'une attaque.
Ni une ni deux, Spirou se précipite pour se rendre chez son ami, qu'il pense en danger. Sur le chemin, il rencontre Fantasio qui lui tombe dans les bras et lui annonce une grande nouvelle. Il vient d'hériter de son oncle disparu. Se rendant chez le notaire, Fantasio y retrouve son cousin Zantafio. Ils apprennent tous les deux que leur oncle disparu n'entendait léguer ses biens qu'à un seul d'entre eux. Pour les départager, il organise donc une série de 3 épreuves. La première épreuve a pour objectif de tester l'ingéniosité des deux cousins. Fantasio et Zantafio doivent créer une machine innovante et d'utilité publique, capable de changer la vie des gens. Spirou aura bien du mal à contenir les idées nombreuses, mais parfois loufoques, de son ami. La deuxième épreuve impose à Fantasio et Zantafio de se qualifier au moins à la 6e place d'une course automobile. Des deux cousins, seul le plus fair-play et le plus concentré pourra se surpasser et s'imposer sur la piste de course. Que le meilleur gagne. Enfin, la troisième épreuve conduit Spirou et Fantasio à la recherche d'un animal mythologique, mais jamais observé par l'homme. Au cœur de la jungle d'Amérique du Sud, en Palombie, ils marchent sur la piste du marsupilami. Tout au long de ces épreuves, Fantasio pourra compter sur le soutien de son ami Spirou pour le tirer des pièges que lui tend son cousin Zantafio, bien déterminé à être celui qui touchera l'héritage, et ce, à n'importe quel prix. Une œuvre fondatrice. Spirou et les héritiers est une œuvre marquante à plus d'un titre. De nombreux personnages secondaires récurrents font leur première apparition. Je pense au cousin Zantafio, au notaire Mordicus, aux pilotes de course Martin et Roulebill, sans compter évidemment le marsupilami. Tous participeront aux intrigues futures des aventures de Spirou et Fantasio. Et c'est sans compter la première apparition du Fantacoptère, l'emblématique véhicule conçu par Fantasio, ainsi que la découverte de la Palombie, pays fictif d'Amérique latine. En un mot commençant, Spirou et les héritiers constituent l'acte de naissance de nombreux personnages et éléments qui enrichiront de manière permanente les aventures de nos héros. Le véritable début de la série. La première apparition de nombreux personnages secondaires, mais aussi la modernité d'une aventure en 3 actes, dont le fil conducteur est une course à l'héritage, témoigne d'une rupture avec le ton des précédentes aventures. Moins burlesque, plus construit, l'histoire est un tournant pour la série. De nouveaux codes et thèmes apparaissent, la recherche d'un trésor, les voyages au bout du monde, les belles voitures, etc. Cette aventure constitue en quelque sorte le modèle d'une aventure de Spirou et Fantasio. Franquin gagne en maturité. Alors que Franquin avait jusqu'à présent collé au style graphique de son prédécesseur, JG, il poursuit l'affirmation de son propre style. Entamé dans Il y a un sorcier à Champignac, le trait devient progressivement plus affirmé et le dessin gagne en maturité, annonçant l'âge d'or du trait génial de Franquin. Une histoire morale. Le plus grand des trésors n'est pas fait d'or, mais d'aventure. C'est sur ces mots qu'aurait pu finir cette histoire, très en raccord avec l'esprit des aventures de Spirou. Des histoires un peu naïves, très positives, souvent poétiques, bref, pleines de vie, au-delà de l'œuvre. Pour ceux qui ont aimé Spirou et les héritiers, ceux qui sont curieux d'en apprendre davantage sur le travail de Franquin, voici quelques recommandations de lecture. Les voleurs du marsupilami. Suite directe de l'histoire Spirou et les héritiers, nos deux héros se sentent coupables d'avoir dû priver le marsupilami de sa liberté et décident de l'enlever pour le reconduire en Palombie. Mais avant qu'ils aient pu mettre à exécution leur plan, ils apprennent que le marsupilami a déjà été enlevé, probablement pour des motifs moins généreux. Qu'est-il arrivé à leur ami à longue queue, la corne du rhinocéros? Pour relancer sa carrière, Fantasio décide de partir faire un reportage en Turquie. Là-bas, il croise un vieil ami, Roulebill, poursuivi par des tueurs qui cherchent à récupérer les plans top secrets qu'il détient sur lui d'une nouvelle voiture révolutionnaire, la turbotraction, et leur demande de les apporter à Martin qui s'est réfugié en Afrique. Aidés de la journaliste Socotine, nos héros se rendent sur le continent à la recherche de ce dernier. Cette aventure continue d'inscrire la saga Spirou et Fantasio dans l'univers automobile. Désormais, belles voitures et courses de vitesse reviendront de manière récurrente. Le dictateur et le champignon. Le marsupilami provoquant des catastrophes dans le zoo où il séjourne, Spirou et Fantasio sont chargés de rapporter de l'animal dans son environnement naturel. Arrivé en Palombie, le pays a bien changé.
les révolutions permanentes ont laissé la place à une dictature militaire. Nos héros découvrent bientôt qu'un de leurs vieils ennemis est désormais celui qui contrôle le pays, le nid des marsupilamis. Revenu d'Afrique, on contacte Fantasio pour lui proposer d'animer une conférence sur ce qu'il a vécu, avant, dans un second temps, de le rappeler, pour annuler et expliquer qu'ils ont trouvé un meilleur intervenant. Piqué au vif, notre héros décide de se rendre à la conférence, accompagné de Spirou. Il découvre avec surprise que c'est Secotine qui remplace Fantasio. Revenue elle-même d'un voyage en Palombie, elle propose en effet un documentaire sur la vie d'une famille de marsupilamis. Un album à ne pas rater et qui établit définitivement la mythologie de cette étrange créature. L'homme qui ne voulait pas mourir. Suite à l'aventure Spirou et les héritiers, Fantasio décide un jour de se rendre dans la vieille ruine qui servait d'habitat à son oncle Tanzafio, laissé pour mort dans Spirou et les héritiers. Là-bas, il découvre son cousin Zantafio, qui cherche à échapper à des agents russes. Pourtant, ils ne sont pas seuls. Un homme rôde aux alentours. Un homme qui ne leur est pas inconnu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un nouveau vide-grenier. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre la chaîne. On se quitte sur cette citation de Mère Teresa. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. À la prochaine!